Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 10e ronde déjà de la grande finale du championnat du monde. Ding Liren versus Yan Nepomniachtchi. Le joueur russe mène toujours d'un point, mais le joueur chinois a les pièces blanches pour tenter de recoller au score. Et pour ce faire, il ouvre par C4 une nouvelle ouverture anglaise. Cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier F3, cavalier C6, des coups qu'on a déjà vus dans ce même championnat. Ding Liren avait alors joué E3 et ici il joue encore son pion E, mais cette fois-ci de 2 cases. Nepo a répondu fou C5, autorisant une tactique que l'on retrouve dans l'italienne couleur inversée, cavalier prend E5, cavalier prend E5 et D4. Pseudo sacrifice de pièces, mais les blancs vont regagner une pièce de manière forcée. Donc pourquoi je parle italienne? Parce que c'est exactement le même thème sur E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, cavalier C3. Un coup mauvais, en tout cas douteux, parce que les noirs, comme je l'espère, vous le savez, prennent l'avantage, un léger avantage, après cavalier prend E4, cavalier prend E4 et D5. C'est presque la même position couleur inversée que dans la partie, sauf que le pion C7 serait en C5 dans la partie couleur inversée du championnat du monde. Alors qu'est-ce que ça change? Ben, en fait, pas mal de choses. Ici, fou B5 serait catastrophique, parce que les noirs sont gagnants après D point E4, on a un pion de plus, donc les blancs sont obligés de prendre le pion E5, et ici il y a dame G5, attaque le cavalier E5, attaque le pion G2, et sur cavalier prend C6, on se dit, mais attends, B prend, fou prend C6, ça va, mais là, il y a dame prend B5. Toujours facile de rater ces coups latéraux. Et les noirs qui ont la paire de fous et l'initiative. Alors le cavalier n'est pas perdu, il peut se sauver, cavalier D4, dame G5, etc. Mais les noirs ont une position gagnante. Donc fou B5 perd dans cette position. Le seul bon coup, c'est de jouer fou D3. Quitte à perdre une des deux pièces mineures, autant donner le cavalier pour garder les deux fous. Et ici, après D prend 4, fou prend 4, la position est considérée comme plus confortable pour les noirs. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'ils ont un pion dans le carré central et les blancs n'en ont plus. Alors, qu'est-ce que ça change dans la partie? Bien, après cavalier prend 5, cavalier prend 5, D4. Ici, fou D6 perd. Donc, le coup fou D3 tout à l'heure était le meilleur coup. Ici, ça perd. Et d'ailleurs, ça, c'est instructif parce que ça a déjà été joué plein de fois, y compris par des très forts grands maîtres. Alors, quelle est la différence? Ben, c'est que les noirs se prennent C5. Les blancs ne sont pas obligés de reprendre le cavalier. Ils chassent le fou. J'ai expliqué tout à l'heure l'importance de garder le fou. Là, les blancs le chassent. Et si les noirs prennent, cette fois-ci, on pourrait prendre le fou avec un petit avantage, mais on va même prendre le cavalier parce qu'on a ces deux pions. Le cavalier est attaqué, il n'a pas de bonne case. La seule case, c'est G8, seule case où il n'est pas en prise. Mais ici, on peut obtenir une initiative gagnante par dame G4, tape sur le pion G7. Évidemment, un coup comme G6 est horrible pour toutes les cases noires de la loi. Et les blancs seraient positionnellement gagnants. Donc, fou D6 perd maintenant, mais qu'a joué Nepo? Et ben fou B4. Pourquoi? Parce que là, sur D.5, c'est la partie qui avait les points 4. Les blancs n'ont pas le coup dame G4 parce que, à cause du pion C4, les noirs peuvent prendre en C3 et on n'a pas le coup dame prend B4. Je trouve que c'est assez instructif de voir la différence entre les deux et de constater que bien des grands maîtres ont joué le coup habituel, couleur inversée dans l'italienne, fou D6 ici, sauf que ça perd après C5. Comme quoi, l'intuition peut parfois jouer des tours. Peut-être que s'ils n'avaient pas connaissance de la position couleur inversée avec fou D3, ces grands maîtres auraient compris que fou D6 était mauvais et auraient joué fou B4. Mais cela dit, cette ligne est maintenant assez connue. Fou B4, D prend E5, cavalier prend E4. On sait que dame G4 ne va pas. Donc le bon coup, c'est dame F3 pour mettre la pression sur le cavalier E4, mais surtout protéger le cavalier C3. Donc cavalier prend C3, B prend C3. Et là, historiquement, le premier coup à avoir été joué, c'était fou A5 pour garder la pression sur le pion C3. Ce qui fait que, par exemple, dame G3 ne pose pas de problème parce que dame prend G7 n'est pas une vraie menace. Sur dame G3, on peut jouer dame E7 et dame prend G7 perd parce qu'on a fou prend C3 et sur roi D1,
On ne prend pas en 1, évidemment. On prend un E5 d'abord. Le fou attaque la dame, protège la tour et continue d'attaquer la tour blanche. Les noirs sont totalement gagnants. Donc, on avait vu x5, notamment dans une partie Hans Niemann contre Shahriar Mamedjarov. C'était la partie juste avant la fameuse partie Magnus Carlsen versus Hans Niemann qui avait mené à toute l'affaire d'accusation de triche. Donc, c'était une partie justement que certaines, moi y compris, avaient considéré comme suspecte de la part de Hans Niemann qui avait gagné une magnifique partie en prenant des risques que je vais qualifier de bien calculés. Et donc bref, x5 maintenant est considéré comme mauvais, justement à cause de cette partie petit roc, on peut faire grand roc, on s'en fiche de roquer côté cimetière, alors c'est pas un Niemann qui a inventé ce coup, hein, mais ça avait déjà été joué avant lui, mais c'est une des parties qui avait un peu clos cette variante. Je crois que c'est encore considéré comme possible du point de vue théorique pour les noirs, mais la position est déjà désespérée et il faut trouver des coups comme tour B8 pour faire B5. En fait, si on n'a pas de contre-jeu direct, on est totalement foutu avec les noirs. Mais donc, pas de fou à 5. Yann Nepomniachtchi a préféré le coup fou C5 qui a déjà été joué, y compris au top niveau. Et ce qui est surprenant, c'est que Dingleren s'est mis à réfléchir à ce moment-là. Et en conférence de presse, il a avoué être out of the book, donc hors préparation, à partir de ce coup fou C5 qui l'a surpris. Donc ça montre un certain amateurisme dans la préparation de l'équipe de Dingleren. Je suis assez sévère là-dessus. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'énorme gaffe professionnelle de jouer des parties d'entraînement avec son second temps sous les chaises au vu et au su de tous, y compris de l'équipe à Nepomniachtchi. Mais ne pas être au courant de ce coup, pour moi, c'est une faute professionnelle, d'autant plus qu'il y a une partie de Yann Nepomniachtchi avec cette position. Dans les bases, Nepo avec les blancs, il avait joué cette position lors d'un Title Tuesday, donc les parties sont dans les bases de données. Bref, Ding a réfléchi, il a trouvé le meilleur coup Dame G3 pour poser un problème concret sur le pion G7. Évidemment, Rock n'est pas possible à cause de x6. Vous connaissez ce thème qui gagne une qualité, on menace mat pas de manière de protéger le pion G7, donc G6 est forcé et on prend la qualité. Après Dame G3, Nepo a joué à tempo le coup à F8, qui est le seul bon coup, et Dingleren a dit en conférence de presse que ce coup l'avait surpris à nouveau parce qu'il s'attendait que à G6. Donc c'est vraiment hallucinant, d'autant plus que G6 perd. Les blancs mènent une attaque à l'aile droite. Donc le coup fou D3, petite préparation, enfin coup de développement très naturel, préparation à l'attaque. Et par exemple, sur Rock, l'ordi donne fou G5, fou E7, H4. Alors à faible profondeur, il s'excite pas trop, bon quand même plus 0,50, c'est quand même assez confortable, mais à haute profondeur, c'est déjà plus 1,50, plus 2. En fait, G6 perd de manière forcée. Donc ça fait penser à certaines françaises aussi, où souvent une dame vient en G4, tape sur le pion G7, et il n'y a aucun coup que les noirs veulent jouer. Bon, tour G8, évidemment, c'est un peu risible. G6, ça affaiblit toutes les cases noires. Bon, fou F8, c'est un coup d'anti-développement, mais parfois dans la française, c'est ce qu'il y a de mieux. Et roi F8, c'est bizarrement souvent le moindre mal. Il vaut mieux se déroquer, mais ne pas donner toutes les cases noires à l'aile droite. Bref, roi F8 a été joué, donc Nepo, lui, il est dans sa prépa tranquillement. Ici, on veut sortir ce fou. La case peut-être la plus naturelle, c'est D3 à première vue, mais ce fou peut être mal placé, notamment dans cette variante D6. On ne veut pas prendre parce que les noirs égalisent après fou prend D6, voire dame prend D6 propose l'échange de dame. Et en cas d'échange, c'est pas grave du tout d'être déroqué pour les noirs. Mais donc fou F4 est plus naturel, sauf que ici, les noirs peuvent prendre, jouer F6, il faut parer ce gros échec en G7, c'est pas mat, mais bon, c'est tout comme. Et donc sur F6, il faut prendre C7, gagne un pion, mais les noirs ont l'échec en E7 assez dérangeant parce que le fou est en D3 et non en E2. Donc ici, le meilleur coup d'après l'orienteur, c'est pas fou E2 qui sera un aveu d'échec, c'est de jouer roi F1, avec certes
un pion de plus et les deux rois, bon, on se dit qu'ils peuvent être aussi mal l'un que l'autre, mais le pion de plus, il est doublé, isolé sur une colonne ouverte, et les noirs n'ont aucun problème dans cette position. Donc, fou d3, peut-être un peu plus naturel à première vue, mais pas le meilleur coup. Ding a trouvé le meilleur coup, fou e2. Il y a eu des 6 quand même, fou f4. Et donc, dans cette position, Nepo s'est abstenu de prendre e5, parce que sur fou prend e5, menace le gros échec en g7, f6. Cette fois-ci, fou prend c7, dame e7, ne fait pas d'échec. Et donc, les blancs peuvent par exemple, alors, roc on ne peut pas trop, mais on peut jouer un coup comme tour d1 avec un certain avantage. Et donc, Nepo, il est dans sa prépa, il joue dame e7. Et ici, par exemple, roc n'est pas bon. Les noirs obtiendraient un petit avantage assez typique maintenant, avec enfin la suite assez typique maintenant, d prend 5, fou prend 5, f6, vous l'aurez bien compris, et sur fou prend c7, dame prend e2. Alors, il se trouve que les noirs ne sont pas totalement perdants parce que l'ordinateur trouve un match nul improbable après tour E1, dame prend C4, fou D6, échec, prise, prise, roi F7, le roi s'en va, tour E7, roi G6. Si on fait le bilan humain à cette position, on dit que le roi est en sécurité relative et les noirs ont une pièce de plus et c'est pas du tout évident d'attaquer. Par exemple, sur dame G3 échec, il y a dame G4 échec, mais l'ordinateur ne panique pas et dit H3 égale 0, 0, 0. Les compensations sont suffisantes pour la pièce. Mais bref, ça aurait été que match nul et dans tous les cas, c'était sûrement dans le fichier de Nepo. Bref, roc était un mauvais coup. À la place, Dingleren a joué le meilleur coup de tour D1, mais donc qui dit meilleur coup dit coup dans le fichier de l'adversaire. Donc Nepo, sans surprise, a joué H5, c'est le meilleur coup. Ici, H4 aurait été une transposition directe dans le fameux blitz joué par Nepomniachtchi lors du Title Tuesday. Son adversaire avait poursuivi par D.5, Fou.5 et Fou G4. Un très bon coup. Profite de l'affaiblissement de la case G4 causé par H4. Et les noirs attaquent sur le roi blanc resté au centre. Les noirs avaient même obtenu une position totalement gagnante, mais Nepo avait fini par retourner la partie dans les complications tactiques et même la gagner. Mais bon, bref, on ne va pas analyser les blitz joués sur Internet, on va plutôt analyser la partie du championnat du monde. Et donc, après H5, les blancs peuvent prendre en D6, c'est très intéressant. Ici d'ailleurs, deux recaptures, une qui fait match nul, une qui perd. Comment est-ce que vous reprenez du pion ou du fou? Alors surtout pas du fou, parce que après fou prend D6, top tactique, les blancs gagnent par tour prend D6. Et parce que les blancs ont pris un fou, les noirs ne peuvent pas jouer de coups intermédiaires, donc sur C prend D6, ça fou prend D6. Et parce que les blancs viennent de prendre un fou, il n'y a pas les coups intermédiaires comme G5 par exemple, qui sauvent les noirs après pion prend D6 à la place de fou prend. Ici, si on tente tour prend D6, les blancs sont même perdants après un coup comme G5. Parce que les noirs n'ont pour l'instant que un pion de moins, mais les blancs se retrouvent avec le fou attaqué, la tour toujours attaquée. Sur un coup comme fou E5, on peut aussi envoyer H4. La dame qui défend la tour se retrouve attaquée et elle défend aussi le fou, donc sur dame D3 pour continuer à protéger la tour. Maintenant, il y a dame prend E5 et les noirs sont totalement gagnants. Donc, après pion prend D6, le thème de tour prend D6 marche très bien sur fou prend, mais pas du tout sur C prend. Après C prend D6, cela dit, les blancs peuvent prendre du fou maintenant, et sur fou prend, dame prend, on a une finale qui ressemble à celle qu'on va avoir, petit spoiler, dans la partie. Ici, le coup de la partie dame prend D6 n'est pas forcément le plus précis. Après tour prend D6, fou E6, ça serait exactement la position, non, ou roi E7 d'ailleurs, roi E7, tour D4, fou E6, ça serait exactement la position de la partie sans l'inclusion de G5 et roc. Le fait que les noirs ont le pion en G7, ça les favorise parce que ça fait moins d'affaiblissement. Le pion en G5, il ne sert à rien d'actif dans la finale et au contraire, il peut devenir une cible. Mais le fait que les blancs n'aient pas roqué, ça les avantage grandement parce que au lieu d'avoir le roi passif en G1, on est en finale, le roi devient une pièce active. Dans tous les cas, on ne va pas se prendre une attaque de mat. Donc là, on va jouer roi D2 dans cette position. Et même si la finale est objectivement nulle sur un jeu parfait,
elle me semble plus confortable à jouer pour les blancs que celle de la partie. Alors pourquoi Digne n'a pas pris tout de suite en D6? Parce que dans cette position, dame prend D6 n'est pas forcé. Par exemple, les noirs peuvent jouer fou E6 avec une version très confortable de la finale, parce que cette fois-ci, si c'est les blancs qui échangent les dames, c'est le roi noir qui se retrouve tout de suite très bien placé, avec les tours noirs qui vont rapidement rentrer en jeu. Le pion de plus, il est en C4, il ne va pas survivre très longtemps. Les noirs égalisent facilement. Donc pion prend D6 tout de suite nous donnait une égalité facile aux noirs. Petit roc, c'était même limite perdant pour les blancs, même si match nul sur un jeu parfait. Donc Dingleren a eu totalement raison de roquer. H4 aussi était possible, mais mauvais, c'était le bis de Nepo. Donc Dingleren a eu raison de roquer, mais sans surprise, Nepo a joué H4 assez rapidement. Dame D3, c'est le coup de la partie. Sur Dame F3, une possibilité tactique parmi mille autres, c'était de prendre un E5 sur fou prend E5, Dame prend E5. On se dit, mais attends, il y a tour D8 échec, roi E7, tour prend H8, sauf que là, les noirs égalisent par le joli fou G4, attaque la dame, attaque la tour, et donc sur Dame prend G4, tour prend H8, le roi en E7 est assez en sécurité, il y a égalité de matériel alors que dans la partie, les noirs ont un pion de moins et les noirs ont la meilleure structure. Le fou est très bien placé en C5, pas seulement offensivement mais aussi défensivement. Et les noirs sont même un peu mieux dans cette position. Donc Dame F3, pas forcément le plus précis. Il y a eu Dame D3 dans la partie. Et donc là, G5, très fort coup de Nepo, qui était. Alors, il avait commencé à bien réfléchir, mais il avait sûrement préparé, hein, c'était plus de la remémoration que de la réflexion, plus de la même, enfin, de la mémoire que de la créativité, on va dire. Sa force finale, après E prend D6, donc surtout pas fou prend D6, pas parce qu'il y a tour prend D6, mais ici on prend. Et les blancs vont pas changer les dames, tout simplement. Par exemple, sur pion prend D6, on s'en fiche de ce pion, on va plutôt jouer F4 et taper sur le roi noir au centre. Et sur dame prend D6, on va jouer un petit coup comme dame E3. Et pareil, on va jouer F4 ensuite et attaquer sur le roi noir en F8. Donc, fou prend D6, c'était encore mauvais. Le bon coup, c'est C prend D6. Et là, dilemme. Si on joue un coup comme fou E3, bon, c'est possible hein, pour échanger ce fou contre celui-ci qui était très bien placé, hein. On en parlait tout à l'heure, défensivement, mais aussi offensivement. Mais ici, fou prend E3. Évidemment, les blancs n'ont pas joué fou E3 pour échanger les dames, c'est pour faire F prend E3. Mais les noirs ne sont pas moins bien dans cette position. Le matériel est égal. La structure de pion des deux camps sont assez moches. Et le pion C4 est peut-être plus faible que par exemple le pion D6. Et, globalement, c'est juste égal sur plusieurs coups, hein. C'est pas comme si les noirs devaient jouer tous les seuls coups pour ne pas perdre. Et donc Dingleren a accepté de rentrer dans cette finale après une longue réflexion. Il a pris en D6. On prend la dame, sa force échange de dame. Dame prend D6, fou prend D6. Tour prend D6. Alors par 7 tout de suite, ici il y aurait tour D5, gagne un important tempo sur le pion G5. Mais il faut aussi d'abord, pour prendre cette case D5 à la tour, elle a un coup important pour tenter d'avoir un avantage, c'est le coup F4 pour disloquer la structure des pions des noirs. J'avais mentionné que l'inclusion de G5 et de petit roc avait du pour et du contre pour les deux. Le rat blanc est passif en G1, mais le pion G5 est mal placé, on le voit assez clairement. Alors, structurellement, G4, ce serait pas si mal, mais là, ça perd tactiquement de manière assez simple. C'est F5, et sur fou C8, c'est échec, roi G7, F6, roi H7, fou D3, échec, gagne la tour, et puis même mat assez rapidement. Donc, après F4, les noirs vont devoir prendre en F4, accepter des pions isolés. D'abord, Nepo a inclus un petit coup de roi E7, tour D4, prise en F4 maintenant. Et là, Dingleren
a choisi tour prend F4, c'était pas totalement forcé. Sur tour prend F4, dans la partie, Nepo a envoyé H3. Il y a du pour et du contre. Mais si on veut vraiment éviter H3, on peut jouer H3 nous-mêmes. Le pion F4 ne va de toute manière pas s'envoler. Et ici, on peut imaginer tour G8 menace fou pour H3. Un petit coup de roi H2. L'autre idée de tour G8, c'est de s'activer par tour G5. La tour a gagné un tempo et maintenant elle file en A5, attaquer les faiblesses des blancs. Maintenant, tour F4 gagne un pion. Les blancs ont un pion de plus, mais tour A5, les noirs obtiennent du contre-jeu. Alors par exemple sur tour H4, tour H4, tour H4, tour A2. Il y a toujours un pion de plus pour les blancs, mais il ne vaut vraiment pas grand-chose, vu que ces pions sont doublés, isolés, et le pion A peut courir vraiment très très vite. Donc H3 possible, mais ça ne changeait pas l'évaluation de cette position. Dingleran a préféré prendre un F4. Et donc je regardais en direct les commentaires avisés sur chess.com, sur le Twitch de chess.com en anglais avec Fabiano Caruana, notamment le grand maître Hess aussi, Robert Hess, et la grand maître Tania Satchev. Et Caruana a évalué les chances de gain de Dingleran à 30% tout de même. Donc 30% de gain, 70% de nul. Alors le problème euh, de ce genre d'évaluation, c'est qu'on est facilement résultat oriented. On attend le résultat de la partie. Si les noirs font match nul, on se dit bah ouais, finalement cette finale c'était vraiment nul. Puis si jamais ils gagnent, on se dit ah, c'était vraiment un super choix de Dingleran, un très mauvais choix de Nepo de rentrer volontairement dans cette finale parce qu'il a perdu. Mais je trouve que c'est assez instructif de raisonner ainsi. C'est comme ça que la plupart des joueurs de haut niveau évaluent ces finales. C'est bien plus parlant que de voir un plus 0,24, comme là j'ai sous les yeux, de Stockfish à profondeur 20, donc assez limité. De toute façon, on sait que c'est nul théorique. Donc si on laisse Stockfish réfléchir à grande profondeur, il va se rapprocher le plus possible de 0,00, voire l'afficher. Et humainement, ça ne va pas nous aider. Juste, on sait que c'est nul, mais ça, on sait que c'est nul sur un jeu parfait. Donc c'est bien plus intéressant, je trouve, d'avoir l'estimation d'un joueur à 2800, des chances de gain réelles des joueurs qui a l'avantage face à un autre joueur à 2800. Donc bref, Nepo connaissait très bien cette finale, hein. Je pense que ça, c'est pas seulement un fichier avec les meilleurs coups d'ordinateur jusqu'au 20e coup, c'est aussi le fait de travailler ces finales, d'en parler avec ses secondants, donc des grands maîtres, sur comment jouer cette finale. Donc là, il a joué assez rapidement H3, un coup qui n'est pas évident parce que après G4, le pion H3 peut être très faible. On voit des idées pour le gagner, roi F2, roi G3, fou F1, fou prend H3, par exemple, ça peut arriver très vite. Ou même dans les finales, même si on échange des pièces, comme les fous, ce serait pas mal pour les blancs, le pion G3, le pion H3 avec le roi G3 sera vraiment très très faible. Donc Nepo a joué H3 assez vite, preuve qu'il connaissait encore ce thème, si ce n'est la position exacte, au moins le thème. Et là, il a joué que des coups très logiques, mais il a joué vraiment en blitzant. Tour C8 pour activer la tour. Roi F2, tour C5. La tour va vers A5. Tout à l'heure, on avait vu tour G8 parce que ça gagne un tempo. Tour G5, tour A5. Là, le thème est similaire. Ici, c'est difficile de savoir quelle est la meilleure idée, hein. On va se prendre tour A5 dans tous les cas. On peut tenter roi G3. Après tout, c'était pour ça qu'on avait joué roi F2. Sur tour A5, tour D2. La tour A3. Et si on ne veut pas perdre de pion, il faut jouer le coup tour C2 qui est horriblement passif. Alors, cela dit, les blancs ont maintenant des idées, hein, c'est consolider à l'aile dame. Et on menace fou F1, fou prend H3. Ou alors, un coup comme fou D3, F ou F5 pour échanger les fous. Puis, comme j'avais expliqué, le pion H3 sera d'autant plus faible parce que ça cloue la tour à sa défense. Et du coup, les blancs peuvent avoir des idées, même comme après l'échange des fous, tour F5, tour H5, etc. Donc ça, c'était possible. Une autre possibilité, c'était de jouer fou F3 pour taper sur le pion B7. Tour A5, tour D2 pour éviter tour prend 2 avec échec.
Et sur tour A3, au lieu de tour C2, cette fois-ci, on peut tenter fou prend B7, échanger le pion B7 contre le pion C3. Donc, a priori, ça avantage les blancs d'échanger ce pion double isolé contre un autre pion. Et ici, fou D5. Mais la finale de tour va être nulle sur un jeu parfait. Alors après, toute la question, encore une fois, c'est pas de l'évaluation sur un jeu parfait, c'est pas l'évaluation ordinateur contre ordinateur. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir à quel point un joueur à 2800 a des chances de gain face à un autre joueur à 2800. Donc, après avoir évalué ces suites, Ding s'est dit, en fait, mes chances de gain sont les plus grandes après A4, avec l'idée sur tour A5 de jouer fou D1. Le fou est passif en D1, mais il défend ses deux pions, et c'est pas très clair quel est le prochain coup des noirs. Donc là, il y a plein d'idées pour les noirs. On peut imaginer tour A6 pour jouer tour B6 et tour B2, mais il y a C5 et c'est un peu embêtant. Toute l'idée, c'était de jouer tour B6. Il n'y en a plus vraiment, mais bon, peut-être qu'on peut argumenter aussi que le pion C5 est plus facilement attaquable et moins facilement défendable par les blancs, maintenant qu'il est sur case noire. Mais bon, bref, tour A6, une possibilité, mais c'est pas très convaincant. A6 pour jouer B5, pour échanger plein de pions, ça peut être une bonne idée, hein, de manière générale. Moins il y a de pions sur l'échiquier, moins les chances de gain sont grandes. Donc roi G3, B5, très, très logique. Mais après c'est prend B5, A prend B5, l'ordi ne donne pas A prend B5 parce que les pièces noires seraient assez actives, mais le précis fou E2 pour forcer l'échange de cette tour. Par exemple, sur tour prend 4, on prend, et sur B prend 4, on prend quand même. Et donc, soit les noirs acceptent l'échange des tours, soit ils acceptent de se faire attaquer, par exemple, par tour A7. Donc, même ça doit être match nul sur un jeu parfait, mais le pion de plus, il est maintenant passé, alors toujours isolé, mais il est maintenant passé, et les pièces blanches sont assez actives, avec le pion H3 qui est encore une faiblesse. Le chemin vers la nullité est de plus en plus étroit. Donc A6, 8, B5, c'est une autre idée, mais pas très convaincante. Dans le même genre d'idée, on peut tenter F5 tout de suite pour faire des échanges de pions. Pion prend F5. Donc le problème sur fou prend F5, il y a tour D5 et les noirs vont devoir échanger cette tour qui était excellemment bien placée et en plus rétablir la structure de pion des blancs. Donc ça ne va pas du tout. Même s'il l'a encore, c'est probablement encore que match nul sur un jeu parfait. Donc tour prend F5 est meilleur, mais après prise, on peut imaginer des coups comme A5 ou alors C5 pour fixer le pion B6, suivi de fou F3. Et bon, toujours pareil, match nul sur un jeu parfait, certes, mais ça devient de plus en plus difficile de jouer parfaitement pour un humain. Donc toutes ces idées étaient possibles. À la place, Nepo a joué B6, très logique, met un pion sur case noire, donc il n'y a plus ces variantes avec fou F3, fou prend B7. Ça fixe aussi les pions faibles en A4 et en C4. Le problème, c'est que ça perd un temps, donc Ding Liren en profite pour jouer roi G3. À noter une idée très intéressante que les deux joueurs ont forcément vue, c'est de jouer le surprenant tour A4. Alors pourquoi surprenant? En lui-même, ce coup, il n'est pas si surprenant que ça, mais la tour en face du roi. Mais l'idée, c'est de jouer tour F5, profitant du clouage du fou E6, pour soit échanger cette tour, qui est vraiment la meilleure pièce des noirs, soit la forcer à aller sur cette case assez pathétique en A6, et en plus, après tour F5, tour A6, on peut jouer C5 pour échanger le pion faible doublé isolé en C4 contre ce bon pion en B6. Donc tour E4, menace sur F5, et les noirs ont un joli moyen tactique de parer cette menace tout en conservant la tour en A5, c'est de jouer tour H6, et sur tour F5, tour F6 profite du clouage donc les blancs ont profité du clouage du fou E6 par la tour E4, mais les noirs profitent du clouage de la tour F5 par la tour F6 sur le rat blanc. Donc on voit que le roi est mal placé en F2 pour cette variante. Donc le coup roi G3 qui en plus attaque le pion H3 est vraiment très logique. Mais il y a aussi toutes ces variantes concrètes. C'est pas seulement roi G3 parce qu'au feeling ça a l'air bien. Il calcule aussi ces petites variantes très concrètes. Donc si les noirs ne font rien, par exemple joue tour H7, là tour E4 devient très fort.
Maintenant, tour H6, tour F5. Gros avantage blanc, on voit que la jauge commence à monter. Sur un coup comme tour A6, c'est C5, comme j'ai expliqué. On échange la faiblesse contre un fort pion. Et la jauge monte encore et peut-être c'est déjà gagnant. Et donc Nepo avait bien compris cette idée. Il a joué tour H6 tout de suite avec l'idée que sur tour D, E4, il peut jouer roi F8 maintenant que le fou est protégé par la tour H6. Donc il n'y a plus tour point E6. Si on avait joué tour H7 à la place, tour de E4, là il n'y a plus roi F8 parce qu'il y a tour point E6. Donc tour H6, très bon coup de prophylaxie parant la menace tour de E4, tour F5. Liren a joué tour F4 avec, vous l'aurez bien compris, une idée similaire de jouer tour D5 pour échanger cette tour et sur tour A6, on retrouve l'idée C5. Mais là encore, Nepo a joué roi F8. Il y a eu tour D8, échec. Évidemment pas roi E7 parce que tour D5 et les blancs sont peut-être déjà gagnants. Tour A6, C5, etc. Mais le roi vient en G7. Brillante idée, ce tour H6, roi F8, roi G7, pour conserver l'égalité. Donc c'est très facile de voir cette partie avec l'ordinateur, de voir que la jauge, pour l'instant, est restée entre égal 0,00 et plus 0,16, etc. Et se dire, oh, c'est tellement boring, match nul et tout, c'était facile. En vrai, il faut jouer à ce niveau-là. Il faut trouver l'idée surprenante de clouer le fou E6 pour échanger, proposer d'échanger les tours en tout cas, trouver ses coups défensifs et ses manœuvres prophylactiques pour parer cette menace assez originale pour maintenir l'égalité. Donc les blancs étaient mieux, et les noirs ont vraiment dû jouer avec grande précision pour conserver cette égalité. Et d'ailleurs, c'est encore le cas, là, la position est très difficile à jouer pour les noirs après tour A8. Très difficile pour moi, peut-être pas pour Nepo. Ici, on peut tenter de jouer fou D7, et d'ailleurs, c'est sûrement un bon coup. Ça tape sur le pion A4. La finale de tour est nulle d'après l'ordinateur, mais peut-être pas si évidente à juger de loin pour un humain. On peut imaginer un coup comme tour E7, force fou prend A4, prise, tour prend A7. Et ici, donc tour prend C4, c'est horrible, c'est tour prend F7, on ne veut surtout pas échanger ce pion faible contre ce fort pion. Donc là, ça gagnerait. Et donc, les noirs échangent les tours. Et ici, tour E6 pour aller en E3. Fait match nul après roi H3. Tour E3 échec. Roi H4, tour prend C3. Ces deux pions vont s'échanger. Par exemple, tour B7, tour prend C4, tour prend B6. Et cette finale 2 contre 1 est match nul. D'autant plus que ici, les noirs peuvent jouer F5 qui force l'échange des pions, mais quand bien même ça serait très au blanc, cette finale 2 contre 1 est match nul. Ici, F5 qui échange le dernier pion, ça fait nul hyper facilement. Pour rappel, ici on peut même défendre passivement en jouant des coups de tour sur la 8e rangée. Il n'y a strictement rien que les blancs puissent faire avec un pion G. Donc bref, fou D7 faisait match nul, mais il fallait être confiant dans l'évaluation de cette finale. Nepo à la place a joué tour C5 pour taper non pas sur le pion A4 mais sur l'autre faiblesse principale, le pion C4. Tour prend A7, fou prend C4. Ici on peut imaginer fou F3 autorisant fou D5 qui a l'air assez fort, mais il y a tour E5 qui a l'air assez fort à son tour avec l'idée fou prend F3, tour prend C5, B prend C5, roi prend F3. Et maintenant, le pion de plus semble donner des grandes chances de gain au blanc, mais l'ordinateur haute profondeur, il affiche toujours 0,00. Alors, à faible, petit avantage blanc, mais comme toujours quand c'est nul, plus il va en profondeur, plus il se rapproche de 0,00. Et là, en fait, c'est match nul sur un jeu précis quand même. Tour F6, roi G3, tour D6 ou tour E6, et on va retomber dans cette même finale. Ces pions vont s'échanger et le 2 contre 1 fait un match nul. Donc fou F3 possible, mais ne change rien à l'évaluation et fou D5 n'était pas forcé non plus. À la place, un digne a joué tour E7, il y a eu tour C6. Alors fou D5 tout de suite était possible ici,
mais il y aurait eu tour E3 et sur tour C6, fou F3. Toute l'idée d'avoir joué tour E7 précédemment, c'est que là, les noirs n'ont pas tour prend C3 et il y a fou prend D5 car la tour E3 est protégée, mais les noirs peuvent prendre un F3. Tour prend F3, contre-attaque sur F7 et donc empêche tour prend C3. Sur tour prend C3, on prend évidemment pas de la tour clouée, on prend le tour E, prend F7 et là les blancs ont des bonnes chances de gain. Mais même dans cette position, après tour prend F3, les noirs arrivent à maintenir l'égalité en trouvant le seul coup tour F6 et comme d'habitude, la finale de tour, par exemple après tour E3, ne donne qu'un match nul. À la fin, on va se retrouver avec ces deux pions contre celui-là et c'est match nul. Mais donc fou D5, pas le plus précis pour égaliser. Tour C6, suivi de fou D5 et un meilleur ordre de coup. Il y a eu tour E5 maintenant. Prise, prise. Et là, le très joli fou B3 attaque le fou D1, attaque le pion F4. Donc fou prend B3 est forcé. Mais évidemment, les noirs récupèrent et le pion et la pièce par tour prend C3, échec. Roi H4, tour prend B3. On se dit, bah attends, je peux encore jouer. Tour B5 propose l'échange des tours que les noirs doivent refuser parce que sur tour prend après B5, bah, le pion H3 est perdu et la finale de pion est gagnante. Donc dans cette position, Nepo a joué tour A3, tour prend B6, tour prend A4, roi prend H3. Et là, les noirs font match nul tout de suite. Évidemment, cette finale est nulle, hein. N'importe quel coup qui perd pas la tour fait match nul, mais il y a un moyen direct de forcer la fin de la partie en quelques coups, c'est de jouer F5. Là, il n'y a pas G5 parce qu'on a tour G4 et ce pion est perdu. Et après F5, sur pion prend F5, forcé, quoi d'autre. Les noirs jouent tour F4, force le gain de ce pion F. Et après tour B5, roi F6, roi G3, prise, prise, prise. Évidemment, roi et pion H contre roi, c'est tout le temps match nul. Donc plutôt que de proposer nul, Dingleren a choisi de donner son pion pour obtenir roi contre roi et assigner la fin de cette partie. Donc voilà, il ne reste plus que 4 parties à Dingleren pour recoller au score et forcer des partages en partie rapide. Donc, 2 parties avec les noirs, 2 parties avec les blancs. Ça annonce une fin de match palpitante, peut-être aussi palpitante, voire plus que ne l'a été le début avec 5 parties décisives déjà et 5 parties décisives en 7 rondes. J'espère que vous avez apprécié ces analyses. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci comme je le dis à chaque fois, mais je le dis jamais assez. Merci à celles et ceux, et notamment à Alain, qui soutiennent cette chaîne et donc qui permettent cette vidéo avec leurs dons sur Tipeee. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée ou une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!